Voilà, tout le monde est là. Alors que je vous représente très rapidement les personnes qui sont avec nous ce soir, à commencer par Cécile Allegra, qui est donc une des co-réalisatrices du film que nous venons de voir. À sa droite, il y a Meron Stéphanos, que nous avons vu dans le film. C'est elle qui opère cette radio en Suède. À ma droite, voilà. Merci pour elle. À ma droite, Marie Maurice, qui est donc journaliste, qui est correspondante pour Le Monde et qui a écrit également une enquête intitulée Suisse, coffre-fort du dictateur érythréen. Et puis à l'extrême droite, nous avons Sheila Kitarut, qui est la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en Érythrée. Voilà, 4 personnes qui sont présentes. Et puis la dernière, c'est Abraham Zere, qui est journaliste et écrivain érythréen et qui lui est en direct du Nebraska aux États-Unis. Good evening, Abraham. Parce qu'il n'a pas eu les papiers simplement nécessaires à sa sortie des États-Unis, donc il nous suit de là-bas. Moi, la première question que j'aimerais poser, afin qu'on comprenne bien la situation, puisque le film qu'on a vu parle de la situation des Érythréens qui fuient l'Érythrée et qui traversent les tourments, pour ne pas dire plus, que nous avons vus. Mais pour comprendre la situation, je vais commencer par Cécile. On a eu quelques chiffres à la fin du film, qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qu'on sait du nombre de personnes qui fuient l'Érythrée, qui traversent ou qui essaient de traverser le Sinaï? Alors, donc, déjà bonsoir et merci à vous tous d'être là et présents. Et c'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de discuter et d'expliquer ce qu'on a vécu, et surtout en présence de Meron, ça nous fait très plaisir toujours. En fait, simplement, vous êtes au courant, l'Érythrée est une dictature qu'on ne reconnaît pas comme telle. It's kind of... I'm hearing the translation. It's kind of... Anyway. Donc, on n'a que des approximations, des chiffres. On dit que 3500 personnes quitteraient chaque mois l'Érythrée pour fuir la dictature. Et nous, quand on a tourné ce film, vous avez compris que la route principale menait au nord, mais que ces gens ne se jetaient pas dans les bras des tortionnaires. C'était donc des personnes qui fuyaient pour atteindre un lieu plus sûr. Et au départ, la route menait en Israël et il n'y avait pas de système de torture. C'est d'ailleurs un des grands points d'interrogation, de savoir comment et pourquoi ça a basculé d'un système de passeurs à un système de tortionnaires. Et au tournant 2009, les maisons de torture ont commencé à ouvrir et le trafic a commencé à battre son plein. Et quand les Érythréens ont compris, ils ont cessé d'aller d'eux-mêmes vers le Sinaï. Et par contre, les tortionnaires sont venus à eux et ont organisé toute une logistique du kidnapping pour obtenir leurs matières premières, c'est-à-dire des êtres humains à torturer, à rançonner, voilà. Mais Meron suit le phénomène depuis son origine, puisqu'elle a eu des coups de fil du désert depuis le début. Donc, le chiffre de 50 000, c'est elle qui le donne dans un rapport qu'elle a écrit il y a de cela 3 ans. Donc, pour l'instant, c'est un chiffre qui est même sous-évalué, on peut dire. On pense que c'est peut-être beaucoup plus, mais on n'a pas de certitude dans la mesure où personne n'a pu aller constater, notamment l'état des fosses communes et le désert. Ça efface très vite les traces, et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour avoir la possibilité de fixer dans l'histoire ce qui, pour les Érythréens, constitue un génocide. Et qu'on comprenne bien, effectivement, il y a un nombre important de personnes qui essayent de fuir le pays. Donc la question que je vais poser, Abraham, thank you for being with us tonight. The question I'd like to ask you first, we've seen that many people from Eritrea are trying to, get out of the country and taking risks by going to the Sinai Desert. Why do people want to leave Mais pourquoi les gens Eritrea? veulent-ils quitter l'Érythrée? Yeah, there are many reasons that people want to leave Eritrea. Eh bien, il y a beaucoup de raisons pour cela, beaucoup de raisons de vouloir quitter l'Érythrée. D'abord, le service militaire à vie. Les citoyens seront surveillés, ils n'ont pas de vie privée, ils ne peuvent pas avoir de vie de famille
Il n'y a plus d'université. Tout a fermé en 2006. Tout le monde est dans les camps d'entraînement militaire. Le pays, finalement, est un grand service militaire. Les gens veulent essayer de vivre ailleurs, peut-être au Moyen-Orient. Ils essayent de fuir à n'importe quel prix. Merci, Abraham. Meron, vous pourrez certainement confirmer pour ça. Pourquoi les gens quittent l'Érythrée? Pourquoi fuient-ils? Bien sûr, vous me direz que les droits de l'homme sont violés et que c'est pour cela que les gens partent, mais ont-ils conscience des risques qu'ils prennent en essayant de fuir le pays? Ce qui est triste, c'est que ces gens savent qu'à la frontière, ils risquent on risque de leur tirer dessus. Donc, ils ont déjà juste une chance de 50% d'arriver à quitter le pays en vie. Donc, sur ces 50%, si vous avez de la chance, à moins encore nouveau, la moitié, 50%, seront kidnappés en route vers le Soudan, en arrivant au Soudan. Une femme risque de se faire voler au moins 3 fois entre le moment où elle quitte l'Érythrée et qu'elle arrive en Europe. Les femmes le savent, elles savent qu'elles vont être violées. Pour éviter de tomber enceinte, elles se font même des piqûres. Elles savent pourtant qu'elles prennent des risques énormes. Alors imaginez, ça veut dire que la vie en Érythrée doit être encore pire si vous êtes prêts à prendre ce genre de risque. La plupart des gens à qui j'ai parlé, comme les survivants du Sinaï, ils disent toujours, quand ils sont kidnappés, oui, j'écoutais vos programmes de radio quand j'étais en Érythrée. Je savais, j'étais au courant, mais quand même, j'ai voulu essayer. Ce qui me frappe, c'est qu'ils sont contents du risque qu'ils prennent pour eux-mêmes, mais c'est un grand risque pour la famille aussi. Alors, est-ce qu'ils acceptent de prendre ce risque? Non, ce n'est pas qu'ils l'acceptent comme ça, mais quand vous n'avez aucun espoir. Je peux vous donner un petit exemple. En 2014, les gens qui sont arrivés en Italie, le plus grand groupe de mineurs sans personnes accompagnantes, c'était des Érythréens. Il y en avait sur 4000 enfants non accompagnés, moins de 16 ans. Ils venaient d'Érythrée. Quand on leur parle, ces enfants, ils n'ont pas été enrôlés dans l'armée, mais ils nous explainent qu'ils ne connaissent pas notre père. Leur père est dans l'armée avant même qu'il ne soit né. Les enfants d'Érythrée sont extrêmement réalistes. Aux âges de 8-9 ans, ils savent déjà que plus tard, ils seront soldats comme tous leurs grands frères, comme leurs parents. Donc la première chose qu'ils ont à l'idée, ce n'est pas un rêve normal d'enfant qui veut devenir médecin ou avocat. Non, ils veulent quitter le pays, c'est tout. Madame Kittarut, vous êtes la rapporteure spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Érythrée. Il y a un rapport extrêmement volumineux qui a été publié il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette situation sur les droits de l'homme en Érythrée? Tout d'abord, merci pour l'invitation et je suis très contente d'avoir la possibilité d'être avec vous tous aujourd'hui. Peut-être pour dire que je suis ici en tant que rapporteur spécial et le rapport dont vous parlez a été produit par la commission d'enquête. Je ne parle pas vraiment au nom de la commission, mais je voudrais quand même dire que tout ce que les autres intervenants ont déjà dit, je confirme qu'effectivement, le service national que j'ai appelé le travail forcé, il n'y a pas que la durée illimitée de ce service national, mais il y a d'autres violations des droits de l'homme qu'on retrouve au sein du service national, qui fait que beaucoup de gens prennent la décision de quitter. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres violations, par exemple le droit de s'exprimer librement, les arrestations arbitraires, détentions arbitraires, etc. Et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus.
Mais je vous en prie, justement, profitez de le faire afin qu'on comprenne bien la situation. Moi, j'aurais envie de vous entendre justement sur les violations, sur les droits humains qui sont non respectés ou qui sont violés en Érythrée. Je crois que c'est ça qui est important de comprendre. Merci. Donc, tout d'abord, je parlerai de l'état de droit. Donc, c'est un pays où la constitution n'existe pas. Il y a eu une constitution qui a été adoptée, si vous voulez, en 1997, mais ce n'est pas effectif. Donc, tout l'aspect, si vous voulez, légal du respect des droits, en ce moment, il n'y a pas cette protection de la Constitution. Donc, ensuite, en ce qui concerne les arrestations, surtout, je dirais, arbitraires, c'est souvent le cas de toutes les personnes que j'ai eu à interviewer et à rencontrer jusqu'à maintenant. Soit ils ont eux-mêmes été dans un état d'arrestation arbitraire ou connaissent quelqu'un ou une autre famille ou un membre de la famille ou des amis qui s'est retrouvé dans une prison sans qu'il y ait un procès, sans qu'il y ait justice pour qu'au moins il y ait un regard sur cette détention. Est-ce arbitraire vraiment ou pas ? Donc, tout cet aspect est très important. Non seulement, je dirais, détention, mais aussi la torture au sein des institutions pénitentiaires ou ailleurs. Et en ce qui concerne surtout les jeunes, parce qu'il y a quand même un grand nombre de jeunes qui quittent le pays, il faut savoir aussi que la dernière année de leur cycle secondaire se fait dans un établissement, je dirais, militaire. Ils doivent absolument passer par cette étape avant de pouvoir continuer leurs études. C'est-à-dire, il y a cette procédure où, après, ils appellent ça le 11th grade, 11e classe, et là, ils doivent se présenter à la 12e classe à cette institution où il et elle, je dirais. Il n'y a pas que les garçons, c'est les garçons et les filles qui se retrouvent dans cette institution pour pouvoir continuer à pouvoir avoir une éducation. Donc, je pourrais continuer, mais j'aimerais bien qu'on puisse donner la parole à d'autres et je prendrai bien d'autres aspects de toute la situation. Mais je résume en 2 mots, service national et aussi l'état de droit qui existe très peu ou presque pas, et où toutes les décisions sont prises par un petit groupe de gens et qui fait que cette protection constitutionnelle ils ne peuvent pas profiter de la protection constitutionnelle. Merci. Marie-Maurice, vous avez beaucoup écrit, beaucoup travaillé, rencontré des réfugiés, écrit. Ici, en Europe, on a tendance beaucoup à parler, quand on parle de réfugiés érythréens, on dit oui, ce sont des réfugiés économiques. Souvent, ils viennent uniquement pour les raisons économiques. Finalement, la situation en Érythrée, peut-être qu'elle est terrible, peut-être qu'elle ne l'est pas. Quel témoignage vous avez recueilli, quelle discussion vous avez pu avoir avec les Érythréens que vous avez rencontrés, sur lesquels vous avez écrit ? Tous ont un discours à peu près semblable qui est celui de la peur. Ils ont fui un pays où ils avaient peur, où ils ne voyaient pas d'avenir, et ils ont pris des risques énormes, notamment les mineurs qui sont partis seuls pour venir jusqu'ici. Certains que j'ai rencontrés se sont fait eux-mêmes kidnapper ou ont eu des membres de leur famille kidnappés, donc ils ont vécu des choses terribles qu'on a évidemment vues tout à l'heure. Et ils sont ici, et ce qui est caractéristique de ces personnes, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'ils vivent une sorte de double peine, c'est-à-dire non seulement ils vivaient mal dans leur pays et ils ont fait ce voyage terrible pour arriver ici en quête d'une vie meilleure,
Mais ici, ils ne sont pas spécialement bien accueillis. Et en plus, ils sont victimes, ici en Suisse, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, d'une forme disons, de contrôle assez fort et de taxation de la part des autorités érythréennes ici en Europe et en Suisse, qui fait qu'ils sont toujours soumis assez fortement à un contrôle du régime, même chez nous. Et ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la communauté érythréenne, ici en Suisse notamment. On reviendra à cet texte. Je vais encore poser. Abraham had a question for you. Miss Kithareth just displayed a whole long list of human rights violations. Une longue liste des violations des droits de l'homme tout à l'heure. Est-ce que les gens en Érythrée sont conscients de toutes ces violations des droits de l'homme? Abraham, do you? Sorry, Oh, all right. I'll say again. Est-ce que vous pouvez répéter? Bon, je disais juste tout à l'heure, avant, Mme Kitaro a fait une longue liste de toutes les violations des droits de l'homme en Érythrée. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les gens à l'intérieur du pays sont conscients de toutes ces violations? Bien sûr qu'ils sont très conscients de ces violations, mais non. Il ne peut pas résister, il ne peut pas s'opposer. Ils n'ont rien d'autre à faire que de prendre la fuite. Et il n'y a pas de parti politique indépendant. Il n'y a pas de société civile qui peut s'exprimer de façon libre. Donc ils sont conscients de la situation, mais ils n'ont aucun moyen de résister à ce pouvoir. Donc ce qu'ils ont comme seule possibilité de fuir le pays au risque de leur vie, ou alors ils doivent rester dans le pays et ils sont torturés par le régime. Comment se passe la vie en Érythrée? C'est difficile. Les gens ont l'impression d'avoir des enfants uniquement pour les biens de l'État, car dès 16 ans, ils entrent dans l'école militaire ou dans une école secrète. Après l'école secondaire, soit ils vont au service militaire, et même s'ils vont à l'université, parce qu'il y a une espèce d'université, quel que soit le domaine qu'ils souhaitent étudier, lorsqu'ils ont terminé, qu'ils aient étudié, quand ils ont terminé l'université, ils doivent aller au service militaire avec des salaires très bas, ils ne peuvent pas vivre, sur lesquels ils ne peuvent pas vivre. Donc, la vie est extrêmement difficile et c'est très confiné. Et toute la communauté internationale donc est un peu présente. Donc merci beaucoup. C'est une grosse prison, l'Érythrée disait Abraham. Bon, c'est un très beau pays, c'est une magnifique culture, les gens sont beaux. Et lorsque des Européens se rendent dans ce pays, voient à quel point les gens sont sympathiques, sont bienveillants, ils ont envie de les inviter à la maison. Et les gens disent, mais tout le monde était heureux. Et lorsqu'on arrive vraiment à discuter des questions des droits de l'homme, ou bien tout le monde a peur, les gens vont prendre la fuite. Donc il y a beaucoup de méfiance dans les maisons. On ne peut même pas faire confiance à son propre frère parce qu'il y a des rumeurs qui circulent. Car le gouvernement fait circuler des rumeurs de peur. Et il y a un délateur dans chaque maison. Donc tout le monde est malheureux à cause de ce système. Et quand il y a cette grande méfiance, on ne peut pas s'organiser parce qu'on ne sait pas si son propre frère est un délateur ou non. Votre meilleur ami pourrait être un délateur. Donc, et tout le monde accuse tout le monde d'être un délateur. Et donc, c'est un peu difficile. La vie devient difficile puisqu'on ne peut même pas faire confiance à sa propre famille.
Et ensuite, moi, j'ai grandi en Suède, mais j'ai grandi dans un pays démocratique et je suis allée en Érythrée. J'ai vécu 2 ans en Érythrée, je n'avais aucune idée de ce qu'était le pays. Et lorsque je suis allée là-bas, des petites choses, en quelque sorte, m'ont réveillée. Par exemple, lorsque mon voisin, le professeur de mon enfance, a été arrêté. Ils sont venus à 3 heures du matin, 50 soldats sont venus pour arrêter un seul homme. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi ils l'ont arrêté? C'était choquant, personne ne posait la question pour pourquoi il avait été arrêté. Tout le monde m'en voulait parce que je posais la question. On m'a dit, arrête de demander, il a certainement fait quelque chose. Mais est-ce qu'il sera accusé? Et puis moi, je posais des questions pendant des mois. Pendant un mois. Et tout le monde dans le voisinage à qui je posais des questions me disait tais-toi, ne pose surtout pas ce genre de questions, ça pourrait être dangereux pour toi. Et ça commençait à me faire un peu peur. Et la police militaire partout qui vous demande vos papiers d'identité, il n'y a pas de libre circulation, il faut toujours montrer les papiers, les documents de permission, les permis de circuler, pardon. Et puis même avec ma nationalité suédoise, j'avais toutes sortes de libertés, alors que les gens du pays n'avaient aucune liberté de mouvement. Et c'est ça quelque chose aussi qui m'a en quelque sorte réveillée. Bon, c'est très triste, il y a des pénuries d'eau, d'électricité, et même pour trouver du pain, on a des coupons de rationnement. Si votre fils part pour le Soudan, la famille sera punie et on vous confisquera les coupons que vous recevez pour la famille. Et ensuite, on va découper le pain en morceaux pour une famille entière. Enfin, beaucoup de choses qui sont tellement surprenantes et on se demande comment les gens arrivent à supporter la vie. Je ne peux pas vous décrire quelle est la vie en Érythrée, vraiment, à franchement parler. Oui, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous comprenez pourquoi ce que vous venez de voir dans le film, dans Voyage en Barbarie, peut-être que c'est la première fois que vous le découvrez. Mais maintenant, vous faites pas, parce qu'il y a une culture de la paranoïa qui est comme ça, qui est enseignée aux Érythréens dès le plus jeune âge. Et c'est d'ailleurs sur cette culture que s'appuient les tortionnaires pour leur insuffler une terreur absolue et les obliger à se taire même quand ils sont libérés. Mais maintenant, voilà, on commence à rentrer dans une nouvelle période, une nouvelle phase historique, et vous faites partie maintenant des gens qui savent, et c'est un phénomène qu'il faut absolument inscrire dans l'histoire et faire reconnaître. Ce n'est pas un petit voyage ou un voyage vers l'ailleurs, c'est une déportation. Ce n'est pas une mauvaise expérience de la migration, c'est un système concentrationnaire organisé de torture qui sert à financer des intérêts qu'on a eu longtemps du mal à identifier, mais qui maintenant le sont, c'est-à-dire des groupuscules djihadistes pour certains, et puis dans d'autres régions, ce serait long à expliquer, mais on peut en discuter après ce débat. Donc on n'est pas face à un épiphénomène de quelques centaines de milliers d'Érythréens qui fuient leur pays parce que malheureusement c'est une dictature. On est face à quelque chose de très massif qui est en train de se diffuser à toute la Corne de l'Afrique, et notre inaction aujourd'hui, sauf celle bien sûr de quelques militants et quelques rapporteurs qui essayent encore et encore, comme Meron et comme Sheila Kitarut, de dénoncer ce qui se passe. Si on ne fait rien, on est en train tout simplement de transformer l'autre rive de la Méditerranée en une antichambre de la torture. Parce que je vous le rappelle, peut-être certains d'entre vous le savent, donc, que la moyenne des parcours des gens qui arrivent jusque chez nous, c'est 3 ans, 4 ans, quand ce n'est pas plus. On a ici dans la salle des personnes qui ont des voyages beaucoup plus longs, qui ont été dans le Sinaï, qui ont été torturés dans le Sinaï, qui ont été renvoyés soit en Éthiopie, soit en Érythrée, retorturés, qui ont repris la route, qui ont parfois échappé au camp de torture de l'État islamique, parce que maintenant tout le monde s'y met. C'est le marché du camp de torture, hein. C'est très démocratique, hein, avec un petit peu de moyens et quelques conteneurs dans le désert. On peut visiblement y arriver. On dénombre plus d'une centaine de camps de torture en Libye, autant au Soudan, autant au Yémen. Donc non,
ce n'est pas, ce n'est pas un petit phénomène, celui que vous voyez. C'est quelque chose qui est en train de concerner des millions de personnes qui passent par cette route. Plus une seule personne ne monte sur un bateau aujourd'hui sans avoir été torturée, parfois épouvantablement torturée, de l'autre côté. Et on ne peut plus ne pas en tenir compte dans la réflexion sur la manière dont on accueille les gens aujourd'hui. Les gens qui sortent de cet enfer-là sont des survivants de camps. Et ça vous fait écho peut-être à une autre période de l'histoire récente, que personnellement, à 40 ans, je ne pensais pas voir des images comme ça, rencontrer des gens aussi blessés. Et ça, c'est quelque chose que, oui, je suis un peu véhémente, désolée Michel, mais j'essaye de transmettre parce qu'on est là pour ça ce soir, pour vous dire que ce n'est pas acceptable, que ça ne peut pas continuer comme ça et qu'on ne peut pas continuer à nier le fait que ce sont des camps de concentration. Et j'utilise concentration, peut-être ça choquera certains d'entre vous, mais c'est cela. On n'a plus besoin d'un ordre qui dise exterminez-les tous. L'idéologie, c'est l'argent. On crée des camps pour soutirer aux gens le plus d'argent possible. Et ça suffit comme idéologie. Voilà. Merci Cécile. Tout va bien. On va revenir plus à l'Érythrée, même si on comprend parfaitement que les deux choses sont liées. Madame Kitarout, par rapport à ce qui a été évidemment dit jusqu'à présent, mais c'est moi qui en ai perdu le fil en écoutant Cécile tout à l'heure, je voulais vous poser la question, mais là j'ai un blanc, voilà, ça arrive parfois. Allow me. Je vais passer à l'anglais si ça vous dérange pas. Oui, vous pouvez parler anglais. I would like to pick up from J'aimerais reprendre là où Maron s'est arrêté et Cécile aussi, pour vous dire ce qui suit. Oui, je ne suis pas allée en Érythrée parce que je n'en ai pas la possibilité en tant que rapporteur spécial. Mais j'écoute, j'entends des gens différents, des voix différentes. Et à maintes reprises, j'entends que Asmara est une ville magnifique et j'aimerais beaucoup pouvoir y aller. On dit aussi que les gens sont très gentils et que dans la rue, on n'a pas l'impression qu'il y ait cette atmosphère de peur. Les gens se promènent, l'endroit est agréable. À Asmara, on nous a dit qu'on pouvait se déplacer. Alors, ce que j'ai à dire est très simple. Tout dépend de ce que vous faites quand vous allez là-bas. Si vous avez une optique des droits de l'homme, ce qui est mon cas, si c'est l'angle sous lequel je serai amenée à poser des questions. Par exemple, si quelqu'un est arrêté, est-ce qu'on sait ce qu'il est devenu? A-t-il eu droit à un procès? A-t-il eu la garantie de ses droits? Est-ce que sa famille est au courant qu'il a été arrêté? Est-ce qu'on peut lui rendre visite? Les enfants qui ne veulent pas être regroupés dans ce qu'on appelle les kifas, qui sont des endroits où on leur regroupe des gens en vue du service militaire, ont-ils le choix de ne pas y aller? Beaucoup de gens m'ont dit que par rapport à ce service national, ils sont tout à fait d'accord de le faire pendant 18 mois, mais que le problème, c'est le contexte, parce que ce service militaire est à durée limitée, c'est-à-dire que vous y rentrez, vous ne savez pas quand vous en sortirez. Et c'est ça qui pose un problème aux gens. Really more putting, il y a aussi bien d'autres questions qu'on pourrait poser autour des droits de l'homme. Sans doute aura-t-on des réponses très différentes, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui y vont et qui trouvent que c'est une ville très agréable. Mais c'est peut-être que la surface. Il faudrait sans doute poser un petit peu plus de questions en matière de droits de l'homme. En réalité, Ce dont vous parlez est important. Je ne vous ai pas posé, donc je vous remercie, c'est parfait.
Non, on parlait du climat de suspicion, du climat de peur, du climat où chacun s'épie. Alors ça, c'est la partie sur place dans le pays. Et puis en même temps, pour les organisations internationales, pour l'ONU, pour le CICR, pour tout le monde, c'est impossible d'aller sur place pour constater, pour enquêter. Je dirais que... Non, je vais parler anglais, excusez-moi. Je dirais qu'il y a d'autres gens qui ont réussi à y aller. Moi, je n'ai pas pu y aller en tant que rapporteur spécial. Je peux juste dire qu'il y a d'autres gens qui voient la chose différemment en fonction de ce que l'on veut voir aussi. Ça n'est peut-être pas la lunette des droits de l'homme. Ce que je dirais, c'est que récemment, on a dit que des gens des droits de l'homme ont pu avoir, après une longue attente, accès à une prison. Ça n'était pas le cas. Le CICR, apparemment, n'arrivait pas à avoir accès. Non, là, c'est le bureau du haut-commissaire pour les droits de l'homme qui a pu avoir accès à une prison en particulier. En tout cas, ce que je veux dire, c'est cela. Est-ce qu'il y a une réelle surveillance de ce qui se passe dans ce genre d'établissement? Est-ce que ce que l'on veut, c'est d'avoir un accès plus large? Est-ce que d'autres, tels que le CICR, des gens qui ont un mandat bien précis, par exemple de visite des prisons et des conditions de détention, est-ce que ces gens-là auraient accès, et pas simplement à cet établissement-là en particulier, mais à toutes les prisons sur le territoire? À tout ça, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que comme vous, je m'interroge et je pose des questions et c'est pour cela que nous aimerions avoir des réponses un peu plus concrètes de la part des autorités à propos des droits de l'homme, des réponses qui répondent vraiment à ces questions sur les droits de l'homme. Et cela, je le mets en lien très précisément avec le nombre de gens qui traversent la frontière. Yeah, please, go ahead. La prison dont vous avez parlé, c'est en fait la seule prison à Asmara qui a été construite par des Norvégiens. Ils ont des douches. Ça ressemble un peu plus à une prison à l'européenne. C'est une prison vraiment pour les privilégiés. Aucun Européen, des gens que je connaisse, irait là-bas. C'est une sorte de prison modèle. C'est le seul endroit qu'ils ont pu visiter. Donc pour moi, c'est un coup monté, bien évidemment. Pour ce qui est des prisonniers de conscience, des gens qui sont en prison depuis 15 ans, ils ne vont pas vous dire que l'Érythrée est en train de s'ouvrir. La seule prison qu'ils ont pu visiter, c'est la seule prison sympa qui existe dans le pays. Yeah, go ahead. I had a question for you, but go ahead. Oui, allez-y, j'ai une question à vous poser. Il y a quelques 360 prisons cachées dans le pays. Ils ont juste visité la prison qui ressemble au meilleur hôtel. J'ai peine à comprendre. C'est difficile de comprendre. Les gens n'ont pas le droit de répondre, vous savez. Tout le monde a peur, surtout de parler à un étranger. Si on vous voit parler à un étranger, vous allez tout de suite être suspect pour la sécurité. Personne ne peut vous parler, encore moins exprimer sa frustration par rapport au système. D'après vous, est-ce qu'il y a moyen d'agir, de mettre la pression sur le gouvernement érythréen? Alors, ce qu'il faut expliquer ici, ça marche? Oui. En fait, on pourrait croire que le régime érythréen est concentré sur lui-même et clos à l'intérieur de ce pays. C'est tout l'inverse. En fait, il a étendu ses tentacules dans le monde entier d'une manière très fine et très intelligente, si on peut dire. C'est que le régime du dictateur et de ses généraux proches ont des activités commerciales et bancaires dans de nombreux pays. Leur base financière, c'est Dubaï, mais ils ont aussi un certain nombre de comptes très bien remplis en Suisse.
Et ça rend les choses un peu compliquées parce que l'argent est placé évidemment pas directement au nom d'Afewerki, mais au nom de ses proches, parfois au nom de personnes de son clan qui sont actives pour lui dans différents pays. Vous l'avez mentionné aussi dans votre travail. Et donc du coup, on a un régime dictatorial qui est plutôt riche, qui ponctionne l'argent d'à peu près toutes les activités industrielles et commerciales du pays et financières, et qui les met dans des comptes bancaires placés à l'étranger. Et est-ce que ces comptes ont été gelés? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur cet argent? Pas du tout, puisqu'officiellement le régime érythréen n'est pas accusé de quoi que ce soit. Enfin, il y a des enquêtes qui montrent qu'il y a des gros problèmes, comme on l'a montré. Mais en tout cas, il n'est officiellement pas condamné par la communauté internationale. Il n'y a aucun gel des avoirs. Il n'y a pas de plainte officielle. Donc, du coup, il se passe à peu près rien. Et c'est même pire parce que les réseaux criminels liés à l'Érythrée, donc qui récoltent cet argent pour le compte du gouvernement, enfin, ou de l'État, du régime, ont des personnes dans chaque pays. Donc on pourrait, en théorie, comme ça a été le cas du coup en Suède avec cet exemple, arrêter des intermédiaires qui facilitent ces trafics, qui récoltent l'argent. Et pour l'instant, il y a eu cette arrestation en Suède et aucune autre ailleurs, alors que le fort juridique, comme on dit, c'est-à-dire le lieu où le crime se passe, peut être parfois chez nous, mais il n'y a eu strictement aucune arrestation. Et à ma connaissance, en tout cas en Suisse, il y a eu quelques recherches qui ont été faites, mais aucune enquête officiellement n'est ouverte sur ces questions. Donc, je pense que c'est compliqué de lutter contre ce régime tentaculaire, intelligent, divisé, organisé, tant que la communauté internationale n'a pas officiellement mis un banc sur cette dictature, pour moi. Moi, je rajouterais aussi une chose, c'est que, alors, il est très important, moi j'essaye toujours de vous passer le relais, que chacun d'entre vous soit conscient. La Suisse héberge beaucoup d'Érythréens, accueille beaucoup d'Érythréens. Ils peuvent aller porter plainte, ils peuvent aller dénoncer ce qu'ils ont subi auprès d'un commissariat. Quand on a essayé d'accompagner certaines personnes en France, les commissariats nous disaient « ça ne nous concerne pas, ma brave dame ». Alors, on a fait un travail, on vient de faire passer au Conseil de Paris une disposition qui permet à certains commissariats d'être formés au dépôt de plainte pour soit du racket par les ambassades, soit de la rançon par des tortionnaires, soit pour des personnes ayant subi des actes de torture, parce qu'il existe des instances qui, une fois ces plaintes déposées au niveau, donc ici cantonal, mais en France au niveau régional, au niveau des villes, les rassemblent ensuite, et à ce moment-là, on peut espérer ouvrir un dossier pour crime contre l'humanité, par exemple, ce qui est le cas dans le cas de ces déportations et de ces camps de torture. Donc rien n'est anodin. Ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire. Accompagner quelqu'un dans un commissariat, s'assurer qu'il puisse déposer plainte. Donc, et c'est très important de savoir, parce que j'imagine qu'après la vision de ce film, vous vous posez tous la question de savoir ce que vous pouvez faire. Bon, alors, vous pouvez soutenir l'action des militants qui se battent tous les jours. Par exemple, Meron a une ONG qui a besoin de fonds, et vous pouvez donner à son ONG pour que son activité, son téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Elle reçoit des appels de gens qui appellent du désert. Il n'y a personne d'autre qui peut proposer ce genre d'aide. Hein. Vous avez bien compris par le film, très peu sont les gens qui sont habilités à comprendre, et en plus qui savent d'où ils appellent, sous quel tortionnaire, enfin dans quel camp est-ce qu'ils sont, comment réagir, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà sortis vivants, pas vivants, avec quel type de blessure, etc. Elle est dépositaire d'un savoir important, et qui ensuite détermine la manière dont les gens vont sortir. Bref, tout ça pour vous dire que
diffuser, désolé, je passe un message, mais diffuser la connaissance sur ce phénomène, ça passe par projeter ce film et inviter, par exemple, dans vos mairies, dans vos médiathèques, dans vos écoles, des intervenants qui vont essayer d'expliquer ce phénomène et comment il s'est déroulé. Ça, c'est déjà une manière d'agir. Accompagner des personnes dont vous sentez qu'elles ont une difficulté et qu'elles pourraient avoir besoin de votre soutien, de votre aide, et peut-être même qu'elles ont envie de porter plainte. Maintenant qu'on a commencé à avoir des canaux, d'abord Meron évidemment avec d'autres militants, mais qui a essayé d'arrêter les intermédiaires, mais on peut déjà commencer à faire ça, c'est-à-dire à dénoncer les actes qui se passent sur nos territoires, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'une rançon est payée, l'argent vient d'ici ou vient des États-Unis, et ça défait des familles, des communautés entières qui sont anciennement installées ici. Donc c'est totalement désintégrant. Donc on parle d'intégration tout le temps. C'est l'inverse qui se produit du fait du paiement de ces rançons qui sont... Voilà. Et je voulais aussi ajouter le fait qu'il a été maintenant démontré que certains membres de l'état-major ont des liens directs avec les tortionnaires et donc vendent leurs propres ressortissants à des tortionnaires qui prennent le relais. Donc, et ce qui est une manière incroyablement insidieuse de faire re-rentrer des devises à l'intérieur du pays, des devises dont le régime sait très bien qu'elles fuient à l'extérieur. Et que donc, il n'en reverra jamais la couleur. Et donc, plutôt que de les laisser partir, hop, hein, on vend les gens, comme ça au moins, on sécurise déjà cet argent-là. Si ça, c'est pas... Et je trouve ça très vertigineux d'imaginer que quelque part, par ricochet, un régime répressif a réussi en fait à délocaliser ou à dédoubler son système de répression hors les frontières, en y prenant part. C'est incroyable, c'est vraiment le paradoxe le plus abject de la mondialisation. Utiliser un lieu où on a déjà des gens qui savent faire du trafic, de la répression, des armes, qui ont un intérêt parce que les gens traversent leur territoire et qu'ils les font payer, et ben un régime va profiter de cette situation pour refaire rentrer des devises à l'intérieur. Donc ça, c'est la manière d'agir éventuellement ici, sur place, à l'extérieur d'Érythrée. Meron, how do you see the situation in Eritrea? What's going to happen? I mean, there was like a semi-military coup. Est-ce que c'était un coup militaire, un coup d'État militaire, une partie de l'armée a essayé de faire quelque chose il y a récemment? Mais que peuvent faire les gens en Érythrée pour essayer de se libérer? Moi, je suis très optimiste. Je suis sûre que vous l'êtes, parce que sinon vous ne seriez pas ici. Il y a des moments où on est désespéré parce que les choses ne changent pas. Mais en même temps, je vois beaucoup de changements, surtout ces 5 dernières années. Il y a 6 ans, par exemple, il était impossible de même penser appeler en Érythrée pour poser des questions sur l'Érythrée. Mais maintenant, c'est tellement choquant. Mais je reçois environ 25 appels téléphoniques d'Érythrée, de personnes que je ne connais pas, de gens qui souhaitent me fournir des informations sur ce qui se passe, qui m'engagent, qui nous donnent un feedback sur le programme, les programmes que nous diffusons. Donc, beaucoup plus de gens ont du courage, il faut qu'ils s'organisent. Cela prendra un certain temps. Mais il y a des petites choses qui sont en train de se passer. Par exemple, des gens de haut niveau qui font défection. C'est peut-être aussi un signe que le régime est en train de s'effondrer. Il y a des gens qui parlent au téléphone. Avant, on utilisait un langage codé pour recevoir des informations. Mais maintenant, les gens, ils ont commencé à passer au-delà de la peur. Et ils comprennent que ce n'est qu'ainsi et par le biais des rumeurs diffusées par le gouvernement, donc on maintient les gens dans la peur. Mais ils ont compris comment faire. Ils ont réussi à faire comprendre aux gens comment le pays est dirigé. Mais parlons de l'Europe. Chaque fois qu'on manifestait contre le gouvernement, si on avait 50 personnes, c'était une énorme manifestation. On se dit, voilà, on a eu 50 personnes. Mais maintenant, à Genève, l'an passé, presque 6 000 personnes sont descendues dans la rue pour soutenir la commission d'enquête. Donc les choses changent à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je pense
pense qu'à plus ou moins brève échéance, une fois que les dynasties au pouvoir seront tombées, ce régime va s'effondrer. Comment? Je ne sais pas comment, ça c'est une autre question, mais je pense que les Érythréens ont suffisamment souffert. Nous avons lutté une première fois pour notre indépendance et notre liberté, et je pense qu'on le refera une seconde fois. Et c'est la raison pour laquelle je continue à lutter, parce que je pense que ce jour va bientôt arriver. Abraham, yes. Si vous me permettez que j'intervienne, Abraham, but we're gonna listen to Mrs. avant de nous Sarah tourner Peter vers Abraham, j'aimerais dire que je n'ai pas fait d'enquête sur la traite et les trafics, car mon mandat concerne surtout les questions de droits humains en Érythrée, et mon rôle en tant que rapporteur spécial est de dire au gouvernement et à la communauté internationale où il y a des lacunes en termes d'obligations par rapport aux engagements pris par l'Érythrée, des obligations relevant notamment de traités internationaux qui traitent notamment des droits humains. Et je pense que c'est, pour ce qui concerne mon mandat, c'est sur ces points-là qu'il faut concentrer nos efforts. C'est l'état de droit, les différentes spécificités du droit, de l'état de droit. Que fait-on pour améliorer la situation par rapport à ces points spécifiques? Est-ce que le service national est du travail forcé ou non, selon les engagements que vous avez pris? Et si ce n'est pas le cas, quand est-ce que vous avez changé la situation sur le terrain? C'est-à-dire de transformer ce service militaire en un service militaire qui dure 18 mois. Donc, est-ce que vous avez mis en place les mécanismes nécessaires pour s'assurer que les gens puissent avoir accès au système de justice, et à la justice? Et là, il faut être vraiment très ferme sur ce point-là. Quels sont les environnements concernant les droits dans ce pays? Et comment est-ce qu'on peut améliorer ce contexte des droits de l'homme? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les gens aient la capacité de bénéficier de leurs droits humains et qu'ils n'aient pas toujours l'impression d'être obligés, à cause de ce service national, de faire un certain nombre de choses, et donc qu'ils puissent en quelque sorte aussi être plus libres dans leurs paroles. Donc je vais m'arrêter là, mais tous les autres éléments dont nous avons discuté sont également importants, mais ce qui compte, c'est le hic et nunc sur la façon d'améliorer la situation en termes de droits humains. Et c'est ça qui importe pour l'instant. L'amélioration des droits sur place, c'est quelque chose qui est réaliste, sans qu'il y ait une pression internationale autre que simplement, on va dire, par des recommandations? De ce que j'ai cru comprendre, parce que moi non plus, j'ai pas encore eu la chance d'aller sur place, il y a un développement économique de l'Érythrée assez fort, notamment au niveau minier. Ce sont des groupes miniers internationaux, notamment canadiens et australiens, qui sont en train de s'implanter sur place. Ils ont été sélectionnés et autorisés par le régime à créer ces activités. En échange de quoi? Ça reste une question. Ça pourrait aider au développement économique du pays. D'un autre côté, il y a déjà énormément de plaintes sur les conditions de travail dans ces mines sur place. Bon, par ailleurs, il y a des aides assez conséquentes de l'Union européenne à l'égard de l'Érythrée qui ont été données et redonnées, des centaines de milliers d'euros qui sont allés en direction du pays dans le but d'améliorer les conditions de vie sur place, dans le but d'éviter ces migrations douloureuses. Mais là encore, quel système de contrôle a été mis en place pour s'assurer que cet argent va à la population et non pas au régime? La question reste posée. Donc moi, je serais un tout petit peu moins optimiste que Meron à ce stade. Mais je pense qu'on peut travailler sur différents aspects, l'aspect économique, l'aspect des droits de l'homme, l'aspect politique. Et quant à la communauté internationale, je pense qu'il faudrait qu'elle se mobilise à un moment donné pour arrêter tout ça. Merci Marie. Abraham, before we turn to public, to see, Avant de nous tourner vers le public, yes, no, you j'aimerais vous poser une don't question. interfere. I was asking you actually, how do you see the future of
Comment voyez-vous l'avenir de l'Érythrée? Est-ce que vous voyez une solution venant de l'intérieur ou bien est-ce qu'il faut que la communauté internationale contribue à trouver une solution? Je ne m'attends pas à ce que le régime change actuellement. Il n'y a pas d'amélioration de la situation dans le pays et surtout dans le domaine des droits de l'homme. J'espère que quelque chose viendra de la part de la communauté internationale qui doit exercer une pression sur le gouvernement. L'Union européenne leur apporte un soutien, ce gouvernement. Il faudrait... Ça leur donnera encore plus de temps pour déshumaniser le pays, pour mettre plus de pression sur sa population. Donc, je dirais que le changement devrait venir de l'intérieur, mais il faut que la communauté internationale travaille avec ceux qui travaillent au changement et non avec le gouvernement et le régime. Il faudrait aider vraiment les gens qui cherchent un changement dans le pays. Merci, Abraham. À vous qui avez suivi ce film, qui avez écouté cette discussion depuis un certain temps maintenant. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser? Alors, je vous demanderai, quand vous posez votre question, de vous présenter d'abord, de dire qui vous êtes, et puis ensuite de poser votre question et de dire aussi à la personne à laquelle vous l'adressez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Aurel Parisien. C'est une question pour le cinéaste. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi dans le film. Dans le film, on a l'impression que ce sont des gens de la région du Siné qui font ces enlèvements pour s'enrichir. Mais dans l'intervention que vous venez de faire avant, vous avez évoqué l'idée que ces enlèvements sont organisés par le régime pour faire rentrer l'argent de l'extérieur dans le pays. Dans le film, ce que j'avais compris, en fait, que c'était l'argent sortait du pays. Donc, c'était des enlèvements qu'on réclamait de l'argent des familles qui sont à l'intérieur du pays. J'ai compris. Donc voilà, c'est... Alors je vais essayer d'être plus clair. Merci. La première chose qu'il faut quand même vous dire, c'est que dans un film documentaire, on fait des choix, on ne peut pas tout dire. Donc ça, c'est un film où vous avez pour la première fois des gens qui ont le courage, je dirais politique, de raconter leur vrai parcours avec leurs vraies blessures et leur vrai visage. C'est très courageux. À chaque fois qu'on montre ce film, il y a d'autres jeunes qui veulent parler. Donc voilà, je fais cet aparté pour vous expliquer. Le système de kidnapping et de déportation est un système complexe, disons, où vous avez des exécutants qui sont les Bédouins du nord-est du Sinaï. Maintenant, ce n'est plus que eux. Il y a plein de freelance tortionnaires partout dans la Corne de l'Afrique. Mais à l'origine, c'était eux parce qu'ils étaient situés à l'endroit où les Érythréens qui fuyaient voulaient passer. Ce faisant, ils s'appuyaient sur des logisticiens qui étaient les exécutants du kidnapping, qui, eux, déportaient les gens jusqu'à des warehouses, des grandes maisons où tout le monde était stocké, parce qu'il y a aussi des gares de triage, il y a des endroits où on sépare les gens, il y a des endroits où on va les acheter. Et donc, tout ça est un gros système qui n'est pas uniquement basé sur l'envie des Bédouins du nord-est du Sinaï. Et justement, une des questions historiques qui n'est pas encore éclaircie et à laquelle on n'a pas répondu, c'est qui est-ce qui leur a donné cette idée de devenir tortionnaire, et puis voilà. Et aussi, quelle est la part réelle du régime là-dedans? Est-ce que c'est en fait, est-ce qu'ils ont fait un choix opportuniste? Il y avait un système de kidnapping, de déportation, et donc ils se sont greffés dessus parce que c'est un moyen de récupérer de l'argent? Ou est-ce qu'ils ont fait un peu plus que ça? On ne sait pas encore bien à l'heure actuelle les responsabilités des uns des autres, parce qu'il n'y a pas eu une enquête internationale lancée, parce que tout ça concerne 4 pays. C'est très compliqué sur un plan diplomatique purement. Vous avez l'Érythrée, qui donc est une dictature, mais qu'on ne veut pas reconnaître comme dictature, ce qui pose un problème. Il y a le Soudan, vous savez qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Omar el-Béchir depuis des années. Et le Soudan, évidemment,
est un tasseau fondamental de ce système de trafic, très très important, parce que c'est là où il y a tous les lieux de stockage, c'est là où se font les enlèvements. Vous avez l'Égypte, qui est en fait une forme de dictature militaire qui ne dit pas son nom non plus, parce qu'on est en train d'essayer de vendre des Rafales, des F-16. Les États-Unis viennent de signer un contrat pour faire des usines de chars Abraham, parce qu'il y a une guerre dans le Sinaï. C'est un front de la guerre contre l'État islamique qui passe complètement sous le radar médiatique, mais vous avez 2500 personnes de l'armée égyptienne qui sont déployées dans le Sinaï, là maintenant, pendant qu'on se parle. Et vous avez sans doute vu qu'il y a un avion qui a été abattu. Donc, et puis enfin, vous avez la Libye, qui est évidemment un boxon sans fin, où vous avez l'État islamique qui monte en puissance de plus en plus et qui, maintenant, c'est quelque chose que Meron vient de nous confirmer à l'instant, commence à acheter carrément des migrants pour les embrigader dans l'armée islamique, l'armée de l'État islamique. Donc vous voyez, vous avez toute cette série de gradations. Certains font du trafic. Maintenant, vous avez différentes gradations de camps de torture maintenant. Vous avez des petits camps où en fait on vous torture à certains endroits précis, dans le Soudan ou en Libye, en vous disant, bon voilà, on te torture un peu, on ne te demande pas trop d'argent, si tu payes maintenant, tu n'iras pas dans le grand camp, là où on va vraiment te torturer et là où vraiment tu vas payer. Ou bien on te torture un peu et tu payes, mais tu ne tomberas pas entre les mains de l'État islamique et tu ne vivras pas des choses encore plus atroces. Bon, vous voyez, c'est vraiment Caribe et Scylla à tous les étages, cette histoire. Donc, et on n'est qu'au début. Voilà. Et notre aveuglement fait que ce système continue. Voilà. Pour ça, merci de m'avoir posé cette question. C'est vrai que c'est complexe d'y répondre, mais en même temps fondamental. Meron, do you want to add something to the trafficking system? Parce que ça a été aussi la seule personne qui a étudié bien ce système en détail, quoi, hein, Meron. Je voudrais pas me répéter, mais voilà. C'est aujourd'hui, entre nous tous, qui faisons un travail dessus. Mais ici, il y a une seule héroïne, c'est elle. Hein, vous avez bien compris. Thank you. Well, it's very complicated, to be honest. Bon, c'est très complexe. Il faut bien le dire. I can never say there's proof. En tout cas, as far as my research concern. Pour autant que je sache, d'après les recherches que j'ai faites moi, I cannot implicate the Eritrean government into je ne peux pas directement impliquer le gouvernement érythréen dans ces trafics, dans cette traite ou dans la torture. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation qui me laissent à penser peut-être certaines choses. Par exemple, lorsque les kidnappings d'Érythréens ont commencé, les trafiquants, d'abord, ils vous font sortir, ils vous emmènent vers le Soudan. Ça, ce sont des Érythréens qui vivent en Érythrée. Et beaucoup de familles les ont dénoncés. On dit qui étaient ces trafiquants. Ces gens-là, ils disent, vous savez, il y a eu un accident. La première fois, on peut le croire. Mais si ça se produit 20-30 fois, et que cette personne-là n'est jamais arrêtée, même s'il y a eu des centaines de dénonciations contre lui, ça vous amène à penser que cette personne, elle doit avoir des liens avec des gens bien placés. Et puis, on a bien dit que l'Érythrée est un gouvernement qui sait tout, tout est très secret. Il y avait des gens qui étaient payés en espèces en plein jour, mais des montagnes de billets, des sacs poubelles entiers pour aller en pleine journée à midi et payer quelqu'un à Asmara. Alors, le gouvernement qui est censé tout savoir, qui sait tout, comment peuvent-ils ne pas être au courant? On peut s'interroger du coup. La plupart de l'argent qui a été payé jusqu'en 2013 a été payé à l'intérieur du pays. On a bien des preuves là-dessus. Certaines familles disent qu'ils ont même reconnu la personne à qui ils venaient payer l'argent comme étant des gens bien placés dans le régime. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des sanctions contre le pays. Le groupe de surveillance des Nations Unies contre l'Érythrée et la Somalie mentionne
résolution mentionne notamment un général et d'autres gens de haut niveau comme faisant partie de cette traite. Donc nous savons qu'il y a des gens du régime qui sont impliqués dans ces contrebandes, ce trafic. Je sais que moi, en tout cas, si je voulais que mon frère quitte l'Érythrée en toute sécurité, jamais je ne paierais un contrebandier. Je préférerais payer 6 ou 7 000 dollars à quelqu'un dans la hiérarchie, au responsable, pour être sûr qu'il arrive en toute sécurité. Donc, tout le système est corrompu, les responsables sont corrompus, le gouvernement ferme les yeux. Tant qu'ils ne trahissent pas le pouvoir, le gouvernement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Maintenant, pour les Bédouins au Sinaï, les gens qui sont kidnappés au Sinaï, 30 000 dollars, c'est difficile comme somme à réunir en Érythrée. Et du coup, on peut se poser des questions aussi. Ou sur les micros. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Segen Tezare. Je suis une secundos, donc une érythréenne de deuxième génération. J'aimerais adresser ma question à Meron Stefanos et à Abraham Zere. We talked a lot about the international implication in the future of Eritrea and dans l'avenir de l'Érythrée et de quelle façon l'Union européenne récemment a donné encore des fonds au gouvernement érythréen. On vous a demandé si l'avenir pouvait être positif ou négatif. Moi, ma question est la suivante. Selon vous, quel peut être le rôle de la diaspora dans la transition du gouvernement érythréen pour passer de cette dictature sur le plan droits de l'homme, service militaire, etc. Pas de souci, allez-y tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce que la diaspora peut faire? Nous payons une taxe à hauteur de 2% depuis des décennies maintenant. Nous aussi, nous fermons les yeux. Et la communauté internationale ne fait rien. L'Union européenne a versé des fonds à cette dictature. Des parlementaires suisses going there and coming back. Il y avait des parlementaires suisses qui sont allés là-bas et qui ont dit pour eux, il n'y avait pas de problème. Alors, quel est le rôle de cette diaspora? Parce qu'il y a des milliers d'Érythréens qui vivent à l'étranger. Donc, c'est la question que je me pose chaque jour. Parfois, j'écoute Radio Irena. Je me sens vraiment impuissante et sans espoir. Abraham? Je crois que d'abord, il faudrait commencer par arrêter de payer le gouvernement. Parce que tout ceci est très négatif et c'est passé par le Parlement européen qui continue à aider le gouvernement. Il y a des gens qui disent que les choses s'améliorent. Donc la première chose, c'est d'abord d'arrêter d'aider le gouvernement, d'arrêter de payer cette taxe de 2%. Essayez aussi de faire savoir ce qui se passe. Dites à vos parlementaires quelle est la réalité de la situation au lieu d'être complice du régime. Si vous continuez à payer cette rançon, ça maintient le cercle vicieux et ça maintient les souffrances.
Merci Abraham. Meron. Je comprends ce sentiment d'impuissance et c'est aussi comme ça que je me sentais au début que j'ai commencé à m'occuper de ces problèmes au Sinaï. J'ai contacté des organisations, j'ai écrit des mails et au début je me disais, c'est parce que la communauté internationale ne sait pas ce qui se passe. Donc je me suis dit que si je leur disais, si je leur expliquais, en quelques semaines les choses changeraient. Mais ça n'est pas ça la réalité. Finalement, j'ai été contrainte de commencer à payer ces rançons parce que même si je sais que c'est mauvais, mais c'est la seule solution qui me reste. Pour moi, en tant que membre de la diaspora, je pense que nous devons nous organiser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut exercer des pressions sur la communauté internationale. Beaucoup de gens disent que l'Europe donne de l'argent parce qu'ils ne connaissent pas la situation des droits de l'homme en Europe. Mais d'un autre côté, plus de 90%, ils donnent le droit d'asile aux Érythréens en Europe. Et finalement, on se dit que peut-être qu'ils payent le gouvernement pour qu'il fasse tout le nécessaire pour que les citoyens ne fuient pas et n'arrivent pas en Europe. Je ne pense pas qu'on puisse croire que le pays s'ouvre. Au contraire, les choses se détériorent de plus en plus. Donc, le gouvernement, comme l'a dit Abraham, ne peut pas changer. Ils ne s'amélioreront jamais. C'est bien trop tard pour ça. Ce n'est pas un gouvernement qui va changer, qui va libérer d'un seul coup les prisonniers. Trop de gens sont morts déjà, c'est bien trop tard. Ce que nous devons faire, c'est nous organiser, nous mobiliser et agir. Je serais tout à fait ravie de discuter avec vous. Si vous ne faites pas partie d'un groupe en Suisse, je pourrais vous présenter. Continuez à faire ce que chacun peut faire de son côté. Une autre question éventuellement? Vous avez compris que vous pouvez tous faire quelque chose à votre niveau. On vous attendra à la sortie pour vous dire quoi. Bonsoir. Ça marche ou pas? Oui, le micro va être ouvert quand vous parlez. Bonsoir, Catherine Marty, je suis ressortissante suisse et c'est à ce titre que je vais adresser ma question à la journaliste, mais peut-être d'autres pourront répondre. Auparavant, j'aimerais féliciter vraiment très fortement les réalisatrices qui ont eu un très grand courage, parce qu'aller dans le Sinaï avec tout ce qui s'y passe, et pas seulement ces dernières années, mais depuis quelques décennies, bravo à elles. J'admire aussi votre pragmatisme et c'est dans le cadre de ce pragmatisme que j'aimerais continuer en fait ce que vous nous avez dit. Moi, je ne peux pas ressortir d'un film comme ça et puis aller me coucher la conscience tranquille. Donc, je savais qu'il y avait des rapts au Soudan. Par contre, j'avoue ma grande ignorance sur les liens entre la Suisse et l'Érythrée. Parce que oui, on sait que tous les riches, enfin toutes sortes de trafics finissent dans les banques suisses. Mais vous avez souligné les liens de l'Australie, de ces entreprises australiennes et je ne sais plus quoi, canadiennes qui investissent en Érythrée. Quels sont les liens entre la Suisse et l'Érythrée sur lesquels nous, citoyens, citoyennes suisses, et je dis citoyennes parce que je remarque sur ce plateau, il n'y a que des femmes, à part monsieur des États-Unis. Merci d'être aussi avec nous, mais je salue le courage des femmes à quelques jours de la journée des femmes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Bref, quels sont les liens de la Suisse avec l'Érythrée? Y a-t-il moyen, en tant que citoyen, d'intervenir sur ces liens, comme le fait la déclaration de Berne pour celles et ceux qui connaissent? Marie-Maurice. Alors, ce ne sont pas des liens officiels, donc évidemment c'est toujours compliqué de répondre à cette question, mais j'ai publié un article dans l'hebdo, je vais en publier d'autres sur ce sujet. Les premiers liens sont bancaires. Il y a des comptes bancaires appartenant de près ou de loin au régime de l'Érythrée en Suisse, notamment à Zurich et notamment à l'UBS.
En tant que citoyen, vous ne pouvez pas faire fermer ces comptes. Il faudrait qu'il y ait une procédure officielle pour que ces comptes soient fermés. Et puis ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre des autorités. À ma connaissance, il n'y a pas de lien d'affaires très fort entre la Suisse et l'Érythrée. Donc de ce côté-là, la Suisse n'est pas partie prenante du business du dictateur érythréen. La finance helvétique, oui, est proche du dictateur et de ses amis, mais ça s'arrête là. Par contre, il y a beaucoup d'intermédiaires ici en Suisse, des gens présents ici qui récupèrent l'argent soit de la taxe, soit des kidnappings pour le transférer aux personnes, aux trafiquants sur place. Donc il y a des gens ici qui font partie de ces réseaux mafieux. Et il y a aussi des coordinateurs de réseaux de passeurs et de trafiquants érythréens qui sont basés en Suisse. Tout ça a été documenté par les Nations Unies, donc c'est pas un secret que je vous livre. Et il faudrait, à mon sens, que la Suisse ouvre une enquête officielle sur ces personnes. Pour ça, on peut essayer de se mobiliser pour réclamer l'ouverture d'une enquête qui, à ce stade, rien n'a été fait à ce sujet. La dernière chose qu'on peut faire ici en Suisse, c'est ce qu'a dit madame, c'est pousser les gens à porter plainte, parce que j'ai moi-même rencontré plusieurs personnes qui ont donné de l'argent à quelqu'un ici en Suisse pour libérer leurs proches kidnappés, et ces personnes n'ont pas porté plainte parce qu'elles ont peur, pas pour les raisons qu'on a évoquées. Et je pense qu'en tant que citoyen, on pourrait essayer de les aider et surtout leur donner confiance et les pousser à porter plainte, parce que plus il y aura de plaintes, plus les autorités fédérales et cantonales seront forcées d'ouvrir des enquêtes, ce qu'elles n'ont pas fait pour le moment. Voilà, c'est le résultat de mon enquête en tout cas. Merci Marie. On approche gentiment du terme, on reprend peut-être encore une ou deux questions maximum. Je laisse les portes, je crois que c'est toujours vers le fond que ça se passe. Alors on en prend, on va commencer devant par monsieur, puis une derrière ensuite. Voilà, encore deux questions, ensuite on aura terminé. Oui, moi j'aimerais poser des très petites questions sur des points très précis, parce que plus vous parlez des grandes analyses, moins je comprends la situation. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes, monsieur ? Je me pose la question depuis ma naissance. Je m'appelle Boris Engelson, je suis journaliste indépendant. Merci. Oui, d'abord, quelle est la motivation du repenti qui parle à l'écran ? Pourquoi le tortionnaire accepte-t-il de nous livrer son témoignage ? Il a même l'air de vouloir à tout prix le livrer. Alors, c'est une très bonne question. Nous avons été donc 2 fois dans le Sinaï et nous avons rencontré non pas un, mais 2 tortionnaires. Le premier que nous avons rencontré ne nous donnait pas suffisamment d'éléments pour nous convaincre, pour tout vous dire. Et nous l'avions rencontré dans des conditions compliquées où il y avait un bombardement en cours. On était à l'extérieur sous un olivier, c'était pas très sécure. Et donc, bon, voilà. On a voulu revenir exprès pour ça, pour être sûr que c'était un témoignage qui n'était pas donné, disons, par intérêt. Par exemple, parce que notre fixeur lui aurait passé de l'argent. Voilà. Et donc, nous l'avons évidemment pas payé, c'est contraire à notre déontologie, et si tant est que ce fut votre question. Et donc, la manière dont nous avons procédé, c'était tout simplement, vous devez comprendre qu'on y a été à un moment où les bombardements étaient déjà intenses et où le trafic commençait vraiment à diminuer, donc les tortionnaires commençaient à être un petit peu au chômage, on va dire. Et nous avons décidé de leur faire passer le mot que nous étions en train de comprendre, d'essayer de comprendre pourquoi ça se passait dans le Sinaï, pourquoi là, pourquoi maintenant. Et donc c'était une fête, ils ont tous compris que c'était une possibilité de s'exprimer sur le fait que le Sinaï, c'est une zone laissée pour compte, que les Bédouins sont des citoyens de seconde zone, toutes choses qui sont vraies, hein, par ailleurs, voilà. Et qui, voilà. Et puis aussi, le jour où nous l'avons rencontré, ce monsieur, nous étions assez énervés parce qu'on avait quand même changé 5 fois de voiture.
On avait fait tout un périple pour essayer d'éviter les checkpoints. C'était très tendu. Le jour était en train de tomber. Il ne faut pas rester longtemps à la tombée de la nuit. C'est commencé à être très dangereux. Et donc, on voulait qu'il nous donne des informations très précises, très vite. On était nous-mêmes énervés. Donc, il a commencé à nous parler en prenant un peu ses aises, en nous disant « Oui, voilà, je suis un tortionnaire très établi, etc. » Et nous, on lui a simplement dit « Eh ben, on ne te croit pas. Voilà, on ne vous croit pas. C'est pas assez précis ce que vous nous racontez. C'est pas la peine de venir nous voir si c'est pour nous raconter des cracks. » Et en fait, le fait qu'on soit aussi direct, ça l'a piqué au vif. Et à ce moment-là, il a dit mais non, attendez, je vais vous expliquer. Donc, je vais les chercher là. Il me coûte tant. Et voilà. Et c'est quand il a commencé à donner toutes ces précisions géographiques qui recoupaient des témoignages recueillis par Meron, avec qui nous avions évidemment longuement échangé. À ce moment-là, on a jugé ce témoignage valide et on l'a sorti et on l'a monté. Alors, je m'en tiendrai juste à une seconde question. Les autres, je vous les poserai l'année prochaine. Les oncles éthiopiens qui vendent leurs neveux, c'est courant? Alors ça, c'est le cas de Alefom, auquel vous faites référence. Oui, Alefom a été vendu par son oncle. Oui. Je sais pas si c'est courant, franchement. Non, parce que moi, j'ai de nombreux oncles. Je ne sais pas si je dois continuer à les fréquenter, vu que ce genre de psychologie a l'air de se répandre très vite aux quatre coins de la planète. Mais Meron voudrait ajouter quelque chose à ma réponse? Oui, sur les trafiquants, les passeurs, c'était une bonne question. J'ai été au Sinaï une année avant Cécile et Delphine et j'ai rencontré des passeurs et des trafiquants, mais ils ne voulaient pas être interviewés. On a parlé, mais sans qu'on enregistre ce qu'ils disaient, parce que moi, j'avais beaucoup de colère en moi, il y avait beaucoup de choses que je voulais savoir et j'ai demandé à l'un des trafiquants, je dis, mais comment est-ce que tu as pu faire une chose pareille à un autre être humain? Sa réponse, ce ne sont pas des êtres humains pour nous, c'est du bétail. C'est du bétail, du bétail, du bétail. Donc, pour nous, on les considère comme du bétail. Ce sont des Africains, c'était sa réponse. J'ai dit, bon, d'accord, disons que c'est du bétail, mais même le bétail, tu ne le tortures pas. Il n'a pas eu de réponse. Ensuite, une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est que lorsque leur ai parlé, j'ai constaté qu'ils avaient un côté sadique. Ils n'avaient pas de sens de l'humour. L'un des anciens trafiquants que j'ai rencontré est quelqu'un que l'on suit depuis 2011. Lorsque je l'ai rencontré, il était plus curieux de savoir ce que je savais. Il voulait essayer de me tirer des informations, mais il me dit maintenant je ne le fais plus, j'ai arrêté, je suis quelqu'un de religieux. Oui, il a arrêté parce qu'il a eu un accident de voiture et c'est pourquoi on lui a dit d'arrêter. Mais ce qui est de bizarre, il est religieux maintenant, mais il m'a quand même dit qu'il avait gagné $600 000, donc il est, disons, à l'abri du besoin pour le reste de sa vie. Alors moi, je lui ai dit, si tu es vraiment religieux, je te croirais que tu es vraiment religieux si tu rends l'argent aux familles des enfants que tu as tués. Mais il ne voulait pas le faire. Donc c'est difficile de les comprendre. On ne peut pas les comprendre. Ce sont des analphabètes qui ne sont pas formés, qui n'ont aucun sens du remords ou humain. Pour eux, c'était quelque chose qui leur plaisait de faire. Il n'y a pas de logique là-dedans. C'est ce que j'essaie de dire. Une autre chose qui m'a vraiment choquée lorsque j'étais là-bas, c'est que la race, c'est vraiment le problème. J'ai vu ça partout. Le système était beaucoup plus raciste que dans le système. Par exemple, le gouvernement égyptien d'arrêter des jeunes et de ne même pas leur donner la possibilité d'être enterrés dignement, on les met en prison. C'était indigne. Et lorsqu'on les déporte, on fait la déportation, ils doivent payer pour leur billet pour être déportés. Donc, moi, ce qui m'a choqué, j'ai rencontré des enfants au Sinaï, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voulaient devenir quand ils seraient plus grands. Un des enfants m'a dit qu'il allait chercher 15 Africains, les torturer et devenir un millionnaire. Voilà, c'était sa réponse. Alors, une dernière question, et puis après on en aura terminé. Je crois qu'il y avait encore quelqu'un au fond à qui on avait presque apporté le micro tout à l'heure. Une personne tout au fond, le monsieur. Bonjour. Alors, au dernier rang. J'aurais une question pour tout le monde, en fait.
Par rapport à l'argent, c'est souvent des sommes très exorbitantes qui sont demandées aux familles. Et je voulais savoir, en fait, comment est-ce qu'elles s'organisent pour réunir, je crois, 40 000 $. Est-ce qu'il y a une certaine solidarité entre les Érythréens qui sont en Europe et les Érythréens qui sont en Afrique? Et ensuite, est-ce que vous avez une idée un peu de où va l'argent? C'est-à-dire, on sait que l'argent va aux tortionnaires, mais est-ce que l'argent va peut-être plus loin? Merci. Thank you for this question, actually. Merci pour cette question. A lot of people do not Beaucoup know, de gens ne savent pas du tout ce qu'il en est. Les Bédouins, lorsque j'étais là-bas, ils disaient que les Érythréens étaient les plus riches sur Terre parce que c'était les seuls qui payaient des rançons. Donc, je leur ai expliqué comment l'argent a été réuni. Et je vais vous l'expliquer aussi maintenant. La plupart du temps, l'argent est payé par les gens qui sont à l'intérieur de l'Érythrée, à votre grande surprise. Même ceux qui ont des familles à l'extérieur, aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, payaient aussi un peu. Mais la majeure partie de l'argent était payée par les gens en Érythrée. Ils vendaient leur maison. Bien sûr qu'il y a beaucoup de solidarité, ici en Europe aussi. Mais mon cousin a été kidnappé, j'ai dû payer 37 000 $. Mais l'argent est venu de mes amis. Bien sûr que j'ai dû emprunter de l'argent aussi. Mais heureusement, je faisais partie, j'ai eu de la chance, j'ai reçu de l'aide sans que ça soit un gros problème pour moi. Peu de gens le savent, mais ces gens m'ont aidé. Mais j'aimerais juste vous raconter une histoire qui m'a vraiment touchée lorsqu'on parle de réunir de l'argent. Un prêtre de 66 ans a été kidnappé. Il était chez les militaires pendant 8 ans. Il en a eu assez. Il voulait sortir du pays. Il voulait vivre. Et dès qu'il est arrivé au Soudan, il a été kidnappé. Les gens qui l'ont kidnappé étaient des soldats soudanais qui collaboraient avec les kidnappeurs. Et ils lui ont dit qu'ils allaient l'amener à un camp de réfugiés. Mais au-delà de cela, ils ont appelé le kidnappeur et il a été emmené au Sinaï. Lorsqu'il est arrivé au Sinaï, on lui a demandé 20 000 $. Et cette personne vient d'une zone très rurale en Érythrée. Sa famille n'a même pas un téléphone portable. Il faut appeler les voisins et les voisins vous diront « Rappelez dans 3 ans et vous aurez la famille là ». Voilà le genre d'endroit d'où il venait. Sa famille possédait peut-être 5 moutons, quelques chèvres, etc. C'est tout ce qu'il possédait. Donc, pour cette famille, de réunir 20 000 $, c'était impossible. Mais parce qu'il était un prêtre très respecté dans la région, tout le village a vendu tout ce qu'il pouvait. Et après avoir trouvé l'argent, réuni l'argent, ils n'avaient que la moitié de la somme nécessaire. Ce qu'ils ont donc fait, ils sont allés dans un deuxième village et ils ont commencé à supplier tout le monde. Et dans le deuxième village, ils ont vendu tout ce qu'ils possédaient et ils avaient 19 500 $. Ils ont envoyé cet argent au Sinaï. Les Bédouins ont dit non, on a demandé 20 000 $. Il manque 500 $. On a besoin des 500 en plus. Donc, la sœur est allée trouver les gens dans un troisième village pour réunir de l'argent. À ce moment-là, je les ai appelés pour leur dire qu'il était mort à cause de la torture. Donc, pour sauver une seule personne, 3 villages pauvres comme Job se sont réunis pour réunir l'argent et ils n'ont même pas réussi à le sauver. Et ça m'a tellement attristée. On parle toujours des gens qui sont torturés, mais on ne parle pas de ce qui se passe avec les familles qui ont dû payer la rançon. Pour moi, lorsque mon cousin a été kidnappé, j'ai dû entendre comment on l'a violé. Ah, c'était ma cousine, pardon. J'ai entendu quand on l'a tué. Si je n'écoutais pas, il l'aurait torturé plus. Et ils l'ont torturé pendant que je parlais. Ils torturent les gens pour terroriser les familles. Donc, ça, c'était une des expériences les pires de ma vie. Et je ne la souhaite à personne. Mais où l'argent va-t-il? Il y a différentes théories. Juste pour clarifier un peu les choses. Là, au nord du Sinaï, près de Rafah, là où il y avait les kidnappeurs, ils s'organisent avec des militaires égyptiens et ils s'appellent Daesh égyptien.
c'est pas aussi grand que le Daesh syrien. Donc parfois je me demande, est-ce que c'était les gens à qui on a envoyé l'argent? Et puis les Américains croient que l'argent est allé au Hamas. Non, je ne sais pas. Lorsqu'on leur demande comment ils en sont arrivés à cette conclusion, ils nous disent que voilà, les gens qui recevaient l'argent, donc les gens a été payés en Israël. Et il y a 11 cas de personnes qu'on a arrêtées en Israël qui ont reçu de l'argent. Et la plupart d'entre eux avaient des backgrounds palestiniens. Et les Américains ont essayé de faire le lien avec le Hamas, mais je ne sais pas, je n'ai pas étudié la chose. Donc il y a toutes sortes de théories. Ça peut être des terroristes ou n'importe quoi d'autre. Merci. Écoutez, je crois qu'on a largement dépassé l'horaire qui était prévu, mais en même temps, évidemment, il n'y a pas d'horaire pour ce genre de discussion et ce genre de problématique. Moi, je vous remercie. Je vais d'abord remercier bien chacun et chacune des participants, Cécile Allegram, Meron Stephanos, Mary Morris, ainsi que Sheila Kitura et Abraham Zere in Nebraska. Thank you very much for being with us. Cheers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En vous remerciant aussi, vous, de votre présence, de votre écoute, de votre intérêt, et puis je sors un peu de mon rôle de modérateur, mais voilà, je pense que vous ne pouvez que suivre les bons conseils de Cécile et ne pas rester les bras croisés devant ce qui se passe dans le monde autour de nous, parce que ce qui se passe dans le monde autour de nous nous concerne nous aussi ici. On vous souhaite une belle soirée.